Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Et si une nouvelle épidémie nous guettait ? Une épidémie qui touche les jeunes de tous les âges, mais particulièrement les adolescents, le décrochage scolaire. Selon une enquête menée fin 2020 par la FAPEO, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, ainsi que par le Comité des élèves francophones et le Centre d'expertise et de ressources pour l'enfance, 15% des adolescents fréquentant les 2e et 3e cycles du secondaire se disaient en décrochage et 43% en risque de décrochage. Qu'est-ce que ça dit de leur rapport à l'école aujourd'hui et quelles solutions mettre en place? On en discute avec notre invité ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors Véronique Dethier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission à la FAPEO et vous allez analyser avec nous les résultats de l'enquête que vous avez donc menée. Vous avez récolté l'opinion de 930 élèves et de 736 parents d'élèves. 62% d'entre eux sont inscrits dans le 3e degré du secondaire. Et on entendra aussi dans cette émission plusieurs témoignages d'enseignants et d'acteurs de l'école qui partagent beaucoup de vos préoccupations. Alors déjà, Véronique Dethier, ma première question, c'est vraiment en tant que parent, en tant que maman, comment vous vivez la situation actuelle et est-ce que ça vous inquiète pour vos enfants ? Oui, donc là, vous me posez vraiment une question tout à fait personnelle, parce que en dehors de mon métier, je suis aussi parent et donc j'ai une adolescente qui est concernée aujourd'hui par l'enseignement hybride. Et oui, je suis très inquiète parce que je sens chez elle cette démotivation croissante par rapport à l'école et par rapport à ses apprentissages. La situation est particulièrement compliquée. On sait que les adolescents à cet âge-là, ils ont besoin de leurs copains, de leurs activités, de rencontres. L'adolescence c'est fait de rencontres. Ils sont coincés à la maison avec leurs parents. Alors on sait aussi que, je m'entends très bien avec ma fille, mais quand même, elle a besoin de se rebeller contre moi, de ne pas être d'accord avec moi, et donc elle est H24 avec moi et ses sœurs, et c'est compliqué. Et c'est vraiment l'aspiration qu'elle a aujourd'hui. Et ce qu'elle me dit, elle me dit tous les jours, c'est quand qu'on nous libère, c'est quand qu'on nous permet de reprendre nos activités en dehors de l'école. Parce que je pense que toutes ces activités dans la vie des adolescents sont au moins aussi importantes que l'école. Et c'est même quelque part sans doute un moteur pour s'accrocher à l'école, avoir des perspectives. Donc voilà, on vit ça comme on peut, avec évidemment des hauts et des bas, des cris et des larmes, et c'est envahissant à la maison, hein, parce qu'en dehors de ma fille, il y a deux étudiantes dans le supérieur, et donc on doit aussi gérer les connexions parfois compliquées quand on est tous en visioconférence. Oui, c'est vrai qu'il y a les difficultés pratiques, concrètes, qui se combinent aux autres difficultés que vous avez pointées. Alors, l'intérêt de votre étude, c'est vraiment une photographie, je trouve, de la situation d'aujourd'hui, une situation inquiétante. Et avant de creuser les différents résultats que vous pointez, je vous propose d'écouter une autre photographie. On va écouter plusieurs témoignages, finalement, d'enseignants, d'acteurs de l'école. On va entendre un instituteur primaire, un prof de français dans le secondaire et la dernière, Anne Beguin, coordinatrice de la Fabrique de Soie, une école de devoirs située à Tubize, et ils nous parlent tous les trois de leurs propres inquiétudes. Au niveau contact, au niveau scolaire, pour un tiers des élèves, je vais dire, ça a été une catastrophe. Enfin, moi, je pense que c'est un tiers des élèves qu'on a récupérés sont limite décrochage. Je trouve que les inégalités se sont creusées beaucoup plus pendant ce confinement. On a des très bons, on a des très mauvais, mais des élèves moyens, il n'y en a plus beaucoup. C'est ça on essaie de tirer pour qu'on retrouve des classes normales, je vais dire. Mais là, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. On ne peut pas directement être en face d'eux et pouvoir leur poser les questions aussi facilement, vérifier de visu qu'ils ont des difficultés. Oui, pour nous, c'est une sacrée différence. Après, c'est aussi l'occasion de se réinventer, mais je pense que de ne plus être confronté aux élèves en classe, en présentiel, oui, c'est un manque pour nous. Et je pense qu'un des publics auxquels il va falloir faire attention, c'est l'ensemble du public scolaire, mais les ados, moi, ça m'inquiète aussi très très fort, parce que ils sont masqués, ils sont distanciels, présentiels, en alternance tout le temps, mais logiquement, un ado, dans cette période difficile de l'adolescence, il se construit à l'extérieur de la famille, beaucoup.
de plus en plus, il sort, il est avec ses copains, il décide de voir qui il veut, etc., etc. Et donc, tout ce lien des adolescents avec le monde extérieur, avec les copains à l'extérieur, avec les activités à l'extérieur, etc., il est complètement mis entre parenthèses. Et donc, ça, c'est assez inquiétant, en fait. Oui, on voit effectivement que cette dernière partie, c'est une des préoccupations que vous pointiez et qui se retrouve dans l'étude. C'est vraiment une inquiétude aussi, de façon plus générale, pour la santé mentale de ces jeunes. Oui, évidemment. Je pense que ce dernier témoignage, c'est vraiment flagrant, cette violence dans cette crise par rapport à ces adolescents dont on se préoccupe peu, en fait, et pas assez. On a beaucoup parlé des enfants, on a beaucoup parlé des vieux, mais on oublie toute cette tranche d'âge où on l'explique très bien dans le témoignage, où ces jeunes sont en construction. Et donc oui, il y a une inquiétude pour la santé mentale de ces jeunes et pour finir, chacun fait ce qu'il peut dans le système, dans la situation dans laquelle on est, mais pour finir, assez peu d'endroits où ils peuvent déposer leurs difficultés, leurs paroles et où ils sont peu consultés, en fait. On leur demande peu. Mais de quoi avez-vous besoin? Quelles sont vos préoccupations? Je pense qu'il est urgent de s'en soucier parce que les conséquences risquent d'être dramatiques. Et vous me disiez ici en préparant l'émission que l'avantage peut-être de votre étude, c'est que certaines écoles se sont du coup préoccupées de ça et ont commencé à prendre la parole des élèves, à écouter les élèves, à leur demander comment ils allaient. Finalement, c'est peut-être une des choses positives qui... En tout cas, nous, on a fait le choix de sortir les résultats de l'enquête le jour de la rentrée scolaire. On a rencontré aussi la ministre sur ces questions-là. Et en tout cas, ce sont de nombreux témoignages qui me reviennent. C'est que il y a... Je ne dis pas qu'ils n'en avaient pas conscience, mais en tout cas, le fait d'avoir insisté sur cette question-là et sur cette thématique fait que des témoignages nous reviennent du fait que les écoles consultent et interrogent les élèves sur leurs sentiments, sur le fait que comment est-ce qu'ils vivent cette période. Et donc, c'est un point très positif. Donc, c'est vraiment important. Et je pense que de plus en plus d'écoles sont en train de mettre ce point à l'ordre du jour et de s'en préoccuper. Et franchement, chapeau, parce que c'est pas facile non plus. Et ça change un peu, ça bouscule un peu leurs habitudes voilà. à elles aussi. Alors, abordons un peu l'absentéisme. Donc, le 15 novembre 2019, 5676 élèves avaient été signalés à la Direction générale de l'enseignement parce qu'ils avaient cumulé une semaine d'absence au cours. Le 15 novembre 2020, donc un an plus tard, ils étaient 7838 dans la même situation. Donc, une augmentation de 40% de l'absentéisme en un an. Ça paraît énorme quand on le dit comme ça. Oui, quand on le dit comme ça paraît énorme. Mais ce qui est important, c'est quand même de relativiser ces chiffres. Donc ça concerne en fait tous les élèves qui sont en âge d'obligation scolaire et qui sont signalés à la Direction générale de l'enseignement obligatoire comme ayant plus de 9 demi-jours d'absence. Donc ça n'est pas que les élèves de 3e secondaire. Et il y a différents facteurs qui font que cet absentéisme va croissant. Je veux dire, des parents qui ne mettent pas leur enfant et qui jonglent un peu avec les demi-jours d'absence. Donc oui, de toute façon, les chiffres sont inquiétants. C'est une augmentation inquiétante et c'est un signe aussi que ce décrochage scolaire est présent de manière visible, puisque les chiffres de l'absentéisme, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ça, j'allais dire, c'est la pointe de l'iceberg, parce qu'évidemment, là, on est dans des personnes qui sont signalées comme ayant des problèmes, effectivement, d'absentéisme, mais on sait très bien aussi qu'il y a des élèves qui, par exemple, peuvent être présents physiquement derrière leur ordinateur, suivent le cours, mais qui, dans leur esprit, dans leur tête, sont en décrochage, ne sont pas là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans l'enquête, c'est très intéressant, parce qu'on a questionné les élèves en leur demandant s'ils se sentaient en décrochage ou en risque de décrochage. Donc, en décrochage, 15%, et en risque de décrochage, 43%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas défini la notion de décrochage dans l'enquête. Et donc, c'est la perception des élèves. Et donc là, c'est vraiment très, très intéressant parce que ça veut dire que
ce décrochage peut tout à fait être vécu assis derrière un banc à l'école. Donc un élève qui se sent en difficulté scolaire, qui n'est plus intéressé par ses apprentissages, mais lui, dans l'enquête, il se signale en risque de décrochage, effectivement. Donc cette question du décrochage, c'est intéressant et c'est important qu'on y travaille parce que ce n'est pas que ces élèves signalés, c'est un phénomène qui commence bien avant et donc il faut évidemment se préoccuper en amont de cette question-là. Alors on va essayer de creuser un peu les raisons peut-être pour lesquelles ces élèves décrochent et on en voit évidemment plusieurs directement, c'est notamment l'enseignement à distance. Mais avant de vous écouter là-dessus, je propose qu'on écoute Pierre Waube. Il est conseiller technique sur le pacte pour un enseignement d'excellence à la FJTB enseignement. Alors pour lui, il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment le fait que de suivre l'école partiellement à distance va entraîner un manque de cadre et aussi une perte de sens. On l'écoute. Une des choses qu'on a vues dans le premier confinement surtout, c'est qu'on a créé des conditions d'apprentissage à distance qui étaient individualisées, c'est-à-dire qu'on avait l'enseignant et de l'autre côté un élève, mais seul chez lui, avec sa machine, mais isolé. Et on a très peu eu de situations dans lesquelles on réunissait la classe, c'est-à-dire où on pouvait faire en sorte que l'ensemble des élèves puissent se voir, puissent dialoguer entre eux, sans la présence nécessairement de l'enseignant. Or, dans une école, ces moments-là sont fondamentaux. C'est les élèves entre eux se soutiennent ou se donnent des aides, en quelque sorte, discutent de ce qui s'est passé. Et tandis que quand l'élève est isolé et puis qu'il est en difficulté, il se sent, il est perdu, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de personnes sur lesquelles se reposer, non seulement, pas nécessairement même pour avoir de l'aide, mais ne fût-ce que pour voir qu'il n'est pas seul à ne pas comprendre et qu'il n'est pas seul en difficulté. Et dans ce cas-là, des solidarités peuvent se créer, des échanges se font, et toute cette vie scolaire qui est à la fois nécessaire pour les apprentissages et nécessaire pour faire grandir les enfants ou les élèves, là où ils se confrontent aux autres, mais c'est ce qui fait qu'on continue à avoir envie, c'est-à-dire que isolé chez soi, on perd cette envie, c'est-à-dire qu'il y a plus, ça paraît vide de sens, on est là tout seul chez soi, avec une contrainte purement matérielle qui est d'être présent à tel moment pour une visioconférence ou recevoir et ouvrir des documents qu'on doit compléter, et tout ça a très peu finalement d'intérêt, de sens pour l'enfant. Alors Véronique de Thiers, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est que finalement aussi on prive aujourd'hui les élèves de tout ce qui avait aussi de l'intérêt, parce que l'école c'est les cours, évidemment c'est les apprentissages, mais c'est les rencontres, c'est les sorties culturelles, c'est les classes vertes, c'est les classes de neige, et tout ça aujourd'hui n'existe plus. Oui, donc je vais rebondir sur ce témoignage-là et revenir de nouveau au premier témoignage de Madame Béguin, quand on parle de construction, de rapport aux autres, et un des grands leitmotifs d'ailleurs pour dire qu'il fallait absolument garder les écoles ouvertes, c'était ce leitmotiv de lien social. Or, aujourd'hui, en tout cas pour les adolescents en enseignement hybride, l'école ressemble à tout, sauf une école avec du lien social. Donc les enfants vont à l'école, ils portent le masque, ils doivent souvent être à une place fixe, pas bouger. Il y a cette crainte, je pense qu'ils vivent aussi la crainte du virus et de tout ce qu'ils entendent. Et donc on réduit tous ces liens sociaux à rien. Et donc effectivement, l'école ressemble juste à un endroit où les élèves vont s'asseoir et suivre des cours. Et donc effectivement, ils sont en manque. Ils n'ont pas à l'extérieur et ils n'ont pas dans l'école non plus. Donc c'est effectivement très très difficile. Et quand ils sont seuls chez eux, n'en parlons pas. Oui, et alors ça pose aussi toute la question des écrans. Et ça, c'est un point que vous soulevez aussi dans l'enquête que vous avez réalisée. Vous montrez notamment que près d'un élève sur 3 passe plus de 7 heures devant les écrans pour ses cours. Alors ça paraît aussi énorme et ça pose des questions par rapport à ce qu'on va faire passer comme message à ces élèves. On sait aussi tous les dangers du numérique. Est-ce qu'il y a un risque pour vous sur le long terme parce que ces élèves auront passé beaucoup de temps
sur les écrans ? Alors, je pense que, et c'était un des points d'attention, c'est que effectivement, l'enseignement hybride et donc la partie à distance, c'est le numérique qui a pris le dessus. Donc, majoritairement, c'est le numérique qui est comme pratique majeure pour l'enseignement à distance. Or, c'est dommage, parce que l'enseignement hybride, ça ne veut pas dire un enfant derrière son ordinateur 7 heures par jour. Mais certaines écoles se sont organisées de manière à ce que les cours soient diffusés, je veux dire, de manière non-stop, donc derrière un écran. Alors évidemment... On aurait pu privilégier les travaux de groupe, des choses différentes, par exemple. Travaux personnels. Voilà, on aurait pu... Mais il y a des écoles qui le font, d'ailleurs, et il y a des écoles qui ne pratiquent pas du tout de cette manière-là. Et donc c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut varier, on peut employer le numérique, mais on ne doit pas non plus se dire qu'on est tout au numérique. Et surtout qu'on l'emploie de manière, je dirais, comme une télé, quoi. On retransmet un cours et donc il n'y a pas non plus beaucoup d'interactions, etc. Donc moi, je peux observer, donc je peux voir comment ça se passe aussi à l'intérieur dans mon foyer. Et donc ce qui se passe, c'est que les élèves n'ont pas de sens à suivre ce cours. D'abord, ils entendent très mal, ils ne comprennent pas ce qui se raconte, et puis ils en ont très vite marre et ils font un TikTok, ils se lèvent, ils vont faire un TikTok parce que ça les intéresse pas ce qui se passe et qu'ils comprennent rien. Donc voilà, moi on engage aussi à réfléchir à l'emploi du numérique, donc de l'employer à bon escient, de former aussi les élèves à l'emploi du numérique. C'est pas tout le monde n'était pas équipé au début, en tout cas en termes d'emploi du numérique. Beaucoup se sont retrouvés avec des plateformes en sachant pas trop comment les gérer. Les ados, oui, ils sont beaucoup sur les écrans, sur des applis, etc., mais pas pour travailler. Donc, oui, ça change leur rapport. Ça change complètement leur rapport au numérique. C'est pas inintéressant. Je pense que ça apporte aussi des choses. Je jette pas tout à la poubelle, mais je pense que dans certains cas, c'est trop de temps d'écran, parce qu'il faut pas oublier non plus que ce temps d'écran, quand c'est 7 heures pour l'école et que ils n'ont de nouveau pas d'autres activités, il faut rajouter le temps qu'ils passent pour leurs loisirs, puisqu'ils n'ont plus que ça pour échanger avec leurs copains, donc ils sont tout le temps sur des écrans. Il y a quelques jours, des élèves d'une école secondaire à Liège sont sortis dans la presse parce qu'ils voulaient retourner justement plus en présentiel et aller moins sur le numérique, aller à l'école. Et leur école avait fait le choix d'un seul jour de présence par semaine. Est-ce que on voit qu'il y a beaucoup de disparités en fait entre les écoles, entre les systèmes. Est-ce qu'au niveau du décrochage, vous remarquez quand même dans les résultats de l'étude qu'il y a moins de décrochage, moins de sentiment de décrochage quand les élèves ont plus de régularité en présentiel, ont plus de jours de présence, ou les écoles par exemple qui ont choisi un jour sur 2 à l'école ou avant midi, après-midi, certains l'ont fait aussi. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement les situations sont variées, toutes les écoles s'organisent de manière différente parce que on leur a laissé une latitude. On a dit 50% de présentiel maximum dans l'école, et puis tous les pouvoirs organisateurs, les écoles pouvaient s'organiser comme elles l'entendaient. Alors, ce qu'on remarque surtout, c'est que les enfants qui sont concernés par une semaine sur 2, donc qui ont chaque fois un long temps sans aller à l'école, eux sont vraiment mal. Donc, alors, est-ce que c'est plus un facteur de décrochage ou pas ? Ça, on n'en sait rien. C'est compliqué à dire. Ça, on n'en sait rien, mais on voit quand même qu'il y a plus de satisfaction là où c'est plutôt un jour sur 2, ou alors il y a des écoles qui organisent carrément le matin ou l'après-midi, donc où les enfants vont tous les jours, mais ils vont que le matin, une demi-classe, et l'autre demi-classe va l'après-midi. Alors évidemment, au niveau organisationnel, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a des écoles, et j'ai vu qu'il y a des écoles qui ont changé leur dispositif là, maintenant, à la rentrée, parce qu'ils s'étaient aperçus que ça posait des problèmes. Et donc, je pense qu'il y a aussi, et ça c'est chouette et c'est interpellant et c'est bien, les écoles bougent. Donc, elles remarquent que ça ne va pas et donc elles changent leur organisation, et parfois avec des conséquences, je veux dire, pour
pour les enseignants, hein, parce que c'est pas la même chose de devoir organiser des demi-journées pour les élèves que de faire une semaine. Ça implique parfois des changements d'horaire, et donc de nouveau, chouette, parce que ça veut dire que c'est l'élève qui est important et que ça bouge. Oui, d'ailleurs, abordons un peu les pistes de solutions. Vous avez abordé, vous, plusieurs recommandations. Alors, parmi ces recommandations, il y en a une dont on a encore reparlé cette semaine parce que Caroline Désir, ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'a rappelé elle-même. C'est le fait que les écoles, les enseignants devaient se recentrer sur les matières essentielles qui avaient été définies par les services de l'enseignement en début d'année. Or, on a l'impression de nouveau que ça dépend très fort des écoles, mais qu'on avait oublié peut-être un peu ça et oublié de se recentrer sur l'essentiel. Voilà, donc ça, je pense que c'est un message hyper important, et on voit effectivement que dans certaines écoles, on continue la course au programme, aux évaluations, on continue à des écoles qui sont hyper compétitrices et qui tiennent à garder peut-être un statut, je veux dire, et qui sont parfois sous pression par les parents aussi eux-mêmes. Je pense que c'est un phénomène qu'on connaît bien. Et donc, ces essentiels, ce sont des balises qui ont été fixées et qui ont été communiquées dès la rentrée scolaire et qui devaient permettre de se concentrer sur les points de matière importants, essentiels pour la poursuite du parcours scolaire. Et donc, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas une évidence partout, et donc c'est rappelé. Maintenant, il va falloir aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que ces essentiels doivent être des balises pour la certification de la fin de l'année. Donc, nous, ce qui nous paraît essentiel à la FAPEO, c'est que en fait, ce socle commun s'impose à tous, afin d'éviter aussi peut-être des concurrences malsaines. On voit bien que des écoles jouent le jeu et d'autres pas du tout. Et donc il faut que tout le monde ait le même socle et les mêmes balises, et qu'on évalue sur ces balises en fin d'année. Parce que je pense qu'il y a des enfants qui sont vraiment perdus dans des écoles où on avance beaucoup trop vite, où on les assomme d'évaluations, que les bulletins de décembre ont fait l'effet d'un électrochoc chez certains, et que on voit aussi, et ça malheureusement, que on ne met pas toujours en place des solutions pour les aider. Et donc, on constate, on voit l'échec, on remet le bulletin, et des enfants qui, l'année passée, étaient plutôt des enfants qui n'avaient pas de problème scolaire, on s'aperçoit que maintenant, les enfants, même qui fonctionnaient bien, fonctionnent moins bien. Mais pas de solution. Alors, on va continuer à parler des solutions, mais je vous propose de réécouter Pierre Wob. Donc, je le rappelle, il est conseiller technique pour le pacte d'excellence à la VGTB Enseignement. Et lui aussi va nous parler notamment de l'évaluation et des autres enjeux qui vont vraiment se poser dans les prochains mois. Le premier, ce sera qu'est-ce qu'on va faire avec les examens de fin d'année, et comment est-ce qu'on va évaluer les apprentissages, et quels apprentissages est-ce qu'on va évaluer. Est-ce qu'on va évaluer sur ce qu'ils auraient dû savoir s'il ne s'était rien passé, ou bien est-ce qu'on va les évaluer sur ce qu'on a pu faire étant donné les circonstances. Et donc là, il y a un enjeu qui est extrêmement important, évidemment, puisque si on les évalue sur ce qu'ils auraient dû savoir s'il ne s'était rien passé, eh bien, ceux qui réussiront, c'est ceux qui auront eu des compensations privées de leur famille, donc qui auront pu assurer le fait qu'on a pu avancer dans les apprentissages quasi normalement, parce qu'il y a des aides complémentaires, parce qu'il y a de l'aide à la maison, parce qu'il y a des bouquins à la maison, et des choses comme ça. Et tous les autres, puisqu'ils ne l'auront pas eu à l'école, ils ne l'auront forcément pas eu. Et donc pour moi, il y a vraiment un enjeu là, si on ne veut pas creuser les inégalités, sur la manière dont on va évaluer. Et puis, il y a un deuxième enjeu, qui est l'enjeu de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de compenser ce qui s'est mal passé. Parce qu'il n'y a pas que des retards d'apprentissage, il y a aussi des mauvais apprentissages, c'est-à-dire des mauvaises postures. La première, c'est ça, c'est la mauvaise posture vis-à-vis de l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre pour réussir, apprendre uniquement pour réussir les contrôles, les exercices. Pour ce que je disais tout à l'heure, c'était apprendre à faire ce qu'on m'a dit de faire, mais ne pas apprendre. Et ensuite, mais mettre plus de moyens dans les écoles
dans lesquels sont concentrés les élèves qui sont en difficulté. Parce que le quasi-marché scolaire crée des énormes inégalités entre établissements, il y a des écoles dans lesquelles toutes ces difficultés se concentrent. Et donc les élèves qui sont le plus en difficulté se retrouvent dans les mêmes écoles. Et il faudra faire de la différenciation au niveau du financement, c'est-à-dire que, mais qui soit plus massive que ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a une circonstance exceptionnelle là, qui fait qu'il faut vraiment que dans les écoles, en particulier dans les écoles primaires, là où il y a des retards qui risquent d'être des handicaps par la suite pour la suite de la scolarité, dans les apprentissages de base. Et il faudra travailler avec des classes qui sont beaucoup plus petites. Et donc il faudra plus d'enseignants dans ces écoles-là, soit pour des classes plus petites, mais on sait qu'on a aussi des problèmes de locaux. Donc, et pour faire des classes plus petites, il faut avoir des locaux disponibles et on sait qu'il y a une difficulté. Mais là où ce n'est pas possible de faire, là où il n'y a pas les locaux, de faire du co-enseignement et d'avoir des possibilités d'accompagnement plus personnalisées vis-à-vis des enfants qui sont en difficulté ou des élèves qui sont en difficulté. Alors, Véronique Dethier, je voudrais revenir sur une chose qui a été dite dans ce témoignage de Pierre Waube et qui est revenue dans plusieurs témoignages qu'on a eus d'enseignants notamment. C'est le fait qu'il fallait redonner aux élèves le désir d'apprendre, les réconcilier avec les apprentissages. Est-ce que vous avez l'impression que c'est effectivement une des conséquences de la pandémie, que ça a déstructuré un peu le rapport des élèves aux apprentissages ? Alors ça, je ne m'aventurerai pas, sur ce terrain glissant, parce que ce constat, c'est un des constats qui a été fait dans le début des travaux du pacte. Donc ils étaient déjà là avant. Donc je pense que c'est un point essentiel, c'est rendre ce plaisir et ce désir d'apprendre aux élèves. Donc c'était déjà là avant, alors que ce soit gravé. Certainement, je veux dire, certainement que la situation sanitaire et les conditions d'apprentissage ont aggravé encore cette situation. Mais le constat, il était déjà là. Donc là, je pense que le pacte nous apportera peut-être, sans doute, et j'espère, des solutions, mais le constat était déjà là. Alors juste une chose, on arrive à la fin de l'émission, mais effectivement vous parliez du pacte, vous êtes dans les groupes de travail donc, et vous travaillez sur ce pacte pour un enseignement d'excellence. On sait que c'est une feuille de route, ce pacte pour un enseignement d'excellence, qui a plusieurs étapes. J'imagine que ça a été retardé ici avec la pandémie, mais vous continuez à travailler, il y a des choses qui bougent à ce niveau-là quand même. Oui, donc tout à fait. Je veux dire, le pacte est loin d'être à l'arrêt. On a dû simplement reporter la mise en œuvre du tronc commun d'1 an pour la bonne et simple raison qu'il était impossible de former les enseignants pour l'année scolaire pour septembre 2021. Donc c'était impossible à faire. Mais oui, le pacte continue, les chantiers sont en travaux. Il y a certains chantiers qui sont aboutis complètement. Les pôles territoriaux vont être mis en place qui visent une école inclusive. Donc le chantier sur le décrochage va être prioritaire. Donc voilà. Tout ça sont des pistes aussi pour tout ce qu'on a pointé ici et tout ce décrochage qui s'est aggravé. Vous pensez qu'il y a des pistes dans le pacte qui vont permettre de résoudre, en tout cas d'aider à ce qu'on raccroche peut-être certains élèves? Alors, je pense que le pacte, c'est une réforme de système, donc avec donc 2 piliers, la gouvernance et le tronc commun, qui doivent se mettre en œuvre progressivement. Donc, pour les élèves qui vont être concernés, je dirais, par le tronc commun, là, les pistes seront mises en place. Maintenant, je pense, et je pense que Pierre Waube l'a dit, là, on vit une situation particulièrement exceptionnelle avec des enfants qui vont être particulièrement, des adolescents qui vont être particulièrement touchés par ce qui s'est passé. Et les publics les plus défavorisés, effectivement, sont plus touchés que les autres, on le sait. Et donc il faudra mettre des moyens exceptionnels pour faire en sorte d'aider ces jeunes l'année prochaine. Et je rejoins la question en guise de conclusion de l'importance aujourd'hui de déjà réfléchir à cette fin d'année et à la rentrée l'année prochaine, de mettre les moyens pour faire en sorte que ces élèves ne décrochent pas complètement. Parce que si c'est leur dire en fin d'année vous n'avez rien suivi à distance et donc vous redoublez votre année, je veux dire, le décrochage il ne va pas s'améliorer. On va faire encore qu'augmenter cette situation.
Oui, on voit que les jeunes, ça doit vraiment être notre préoccupation et la préoccupation pour les prochains mois. Je pense que c'est vraiment central qu'on les remette justement au centre des préoccupations, au centre des politiques. Et on espère que ce sera le cas pour eux surtout et pour leur avenir. Merci beaucoup Véronique Dethier. Donc je rappelle, vous êtes chargée de mission à la FAPEO, à la Fédération des associations des parents de l'enseignement officiel. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.